Il y a quelque chose de fascinant avec le cercle, n'est-ce pas? Depuis la nuit des temps, l'être humain est comme attiré par cette forme. On la voit absolument partout, dans les étoiles, dans les ondulations de l'eau, même dans la coupe d'un arbre ou la forme de nos cellules. Et cette fascination universelle, elle trouve une de ses plus belles expressions, et des plus complexes aussi, dans le mandala. Alors, la question se pose, pourquoi cette forme nous parle-t-elle autant? Des galaxies jusqu'aux fleurs, en passant par les atomes, le cercle c'est une forme fondamentale de l'univers. C'est un peu la signature de la nature elle-même. C'est comme si en nous, ça réactivait quelque chose d'essentiel, une mémoire très, très profonde, connectée au grand rythme de la vie. Le mot lui-même, mandala, nous donne une piste incroyable. Ça vient du sanskrit. Manda, ça veut dire l'essence, le cœur des choses. Et là, c'est un suffixe qui signifie contenir ou posséder. Du coup, le mandala, c'est littéralement ce qui contient l'essence. C'est à la fois une image de l'univers tout entier, le macrocosme, et en même temps un miroir de notre monde intérieur, le microcosme. C'est dans ce lien hyper puissant que réside tout son mystère. Alors voilà le parcours que je vous propose. On va commencer par explorer l'héritage universel du mandala, à travers les cultures, à travers les âges. Ensuite, on va plonger dans le langage secret de ces symboles pour apprendre à le décoder. Puis, on découvrira son surprenant pouvoir de guérison avant de voir très concrètement comment on peut entamer ce voyage vers son propre centre. Ce voyage, il commence donc il y a très longtemps. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mandala n'appartient à aucune culture en particulier. Des gravures qu'on a retrouvées sur des roches préhistoriques jusqu'aux temples antiques, cette forme, centrée et symétrique, a traversé les civilisations. Ça suggère qu'il y a une source commune, une sorte d'archétype profondément ancré dans la psyché humaine. C'est sans doute dans le bouddhisme tibétain que le mandala atteint son expression la plus spectaculaire. Là-bas, le mandala, c'est bien plus qu'un joli dessin. C'est une sorte de carte en 2 dimensions d'un univers en 3 dimensions, la représentation d'un palais céleste où réside une déité. Les plus connus, ce sont ceux faits en sable coloré, créés grain par des moines. C'est une méditation qui peut prendre des jours, voire des semaines. Imaginez un peu la patience et la concentration qu'il faut. La création elle-même est une pratique spirituelle. Mais le plus surprenant, le plus déroutant pour nous, ça arrive après. Une fois que ce travail méticuleux est terminé, que l'œuvre est sublime, eh bien, elle est détruite pendant une cérémonie. Les sables sont balayés avec soin, mis dans une urne, puis dispersés dans un cours d'eau pour bénir le monde. Ce n'est pas du tout un acte de destruction, c'est la plus puissante des leçons sur l'impermanence de toute chose et sur le détachement, des concepts qui sont vraiment au cœur du bouddhisme. Mais attention, ce symbolisme n'est pas du tout confiné à l'Orient. Si on regarde chez nous en Occident, les magnifiques rosaces de nos cathédrales gothiques, ce sont de véritables mandalas de lumière. Elles sont toutes organisées autour d'un centre qui rayonne, souvent une figure du Christ ou de la Vierge, et elles représentent l'harmonie du ciel, la lumière de Dieu qui se diffuse dans le monde à travers les vitraux. C'est un spectacle incroyable de géométrie et de lumière. Et le voyage continue. Chez de nombreux peuples autochtones d'Amérique, on trouve la roue de médecine, qui est un mandala sacré. En général, elle est faite de pierres posées directement sur le sol. Elle représente les 4 directions, les saisons, les éléments, les étapes de la vie. Ce n'est pas juste un objet qu'on contemple, c'est un outil rituel très puissant, un espace sacré qu'on utilise pour les cérémonies, pour la guérison, pour restaurer l'harmonie entre une personne, sa communauté et le cosmos tout entier. Ok, on a vu l'histoire, mais pour vraiment comprendre un mandala, il faut apprendre à lire son langage. Parce que ce n'est pas juste une jolie forme, c'est un langage visuel qui est à la fois précis et universel. Chaque élément, de la forme la plus simple à la couleur la plus vive, a une signification profonde et résonne avec une part de nous. Tout commence ici, au centre. Ce point, on l'appelle le bindu. En sanskrit, ça veut dire goutte ou point. Il représente l'origine de toute chose, ce point non manifesté d'où tout émerge et vers lequel tout retourne. C'est comme la graine qui contient en elle tout le potentiel de l'arbre, tout l'univers du mandala. Méditer sur le bindu, c'est se reconnecter à sa propre source, à son potentiel infini. Autour de ce point, il y a 2 formes fondamentales qui s'organisent. D'un côté, le cercle. Sans début ni fin, il symbolise l'infini, l'éternité, le monde spirituel. Il représente aussi le soi dans sa totalité et c'est un espace de protection psychique. Et de l'autre côté, en complément, on trouve le carré. Avec ses 4 côtés bien stables, il représente le monde matériel, la terre, les 4 directions, la structure. Et très souvent, dans un mandala, c'est le cercle de l'esprit qui vient contenir et organiser le carré de la matière. Et puis bien sûr, il y a les couleurs. Elles parlent directement à notre psyché. Pensez-y, le blanc, ça évoque la pureté, l'illumination. Le jaune, la joie, l'énergie du soleil. Le rouge, bien vibrant, c'est la force vitale, le courage, la passion. Le bleu profond, c'est la paix, le calme, la sagesse. Et le vert, évidemment, la croissance, la nature, la guérison. Le choix des couleurs dans un mandala, ce n'est jamais anodin. Ça reflète notre état intérieur et ça l'influence en même temps.
Et toute cette dimension symbolique, ça nous amène à un aspect absolument fascinant, le pouvoir thérapeutique du mandala. Là, on ne parle plus seulement d'une pratique spirituelle ancienne, on parle d'un outil dont la science moderne commence à peine à comprendre et à valider les bienfaits incroyables sur notre bien-être, psychique et même physique. Le grand psychiatre suisse Carl Gustav Jung a été un vrai pionnier dans ce domaine. Alors qu'il traversait une crise personnelle très profonde, il s'est mis à dessiner, presque tous les jours, des formes circulaires. Et il a découvert que ces dessins, c'était en fait une tentative de sa propre psyché pour remettre de l'ordre dans le chaos, pour s'auto-réguler, s'auto-guérir. Pour lui, le mandala, c'est une expression spontanée de ce qu'il a appelé l'archétype du soi, ce centre qui unifie notre personnalité, le conscient et l'inconscient. Alors concrètement, ça donne quoi? Les bienfaits sont nombreux. D'abord, la pratique du mandala peut aider à libérer des émotions qu'on a enfouies en leur donnant une forme, une couleur. Ça permet aussi de créer un sentiment d'ordre et de contrôle quand tout semble chaotique autour de nous ou à l'intérieur. Ça améliore aussi, de façon durable, la concentration et la patience. Et enfin, c'est un outil formidable pour mieux se connaître, pour entamer un dialogue avec son propre inconscient. Et ce qui est fou, c'est qu'on a des preuves scientifiques qui le confirment. Des études, par exemple, ont mesuré les niveaux de cortisol, la fameuse hormone du stress, avant et après une séance de coloriage. Et le résultat est sans appel. Le fait de colorier des motifs complexes et structurés comme ceux des mandalas réduit l'anxiété et le stress de manière bien plus significative que le coloriage libre ou le dessin simple. C'est justement grâce à cette structure qui contient et qui ordonne. Mais alors, comment ça marche dans notre cerveau? C'est assez génial en fait. L'acte de colorier un mandala, c'est une sorte de repos actif pour le cerveau. Ça sollicite à la fois notre hémisphère gauche, celui de la logique, de l'ordre, de la motricité fine pour ne pas dépasser les lignes, et notre hémisphère droit, celui de la créativité, de l'intuition, du choix des couleurs. Cette activation des deux côtés en même temps harmonise le cerveau et nous plonge dans un état de calme profond, très très proche de la méditation en pleine conscience. Bon, après toute cette théorie, on a peut-être envie de s'y mettre, non? Cette dernière partie, c'est une invitation à commencer son propre voyage, à créer son propre centre. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple et accessible qu'on ne l'imagine, et vraiment, pas besoin d'être un artiste. Voici 4 petites étapes toutes simples pour démarrer. 1. Trouver un espace calme où l'on ne sera pas dérangé, même si c'est juste pour 15 minutes. 2. Avant de commencer, prenez un instant pour poser une intention. Ça peut être « je souhaite me détendre » ou « je veux clarifier une émotion » ou simplement « je suis curieux de voir ce qui va sortir ». 3. Tracez un cercle et un point au centre. Et 4. Le plus important, laissez venir les formes, les couleurs, spontanément, sans aucun jugement, sans attente esthétique. Le processus est infiniment plus important que le résultat final. Il faut savoir qu'il n'y a pas une seule bonne façon de faire. En gros, il y a 2 grandes manières d'interagir avec les mandalas. D'un côté, il y a la contemplation. On observe ou on colorie un mandala qui existe déjà pour calmer son esprit et se recentrer. De l'autre côté, il y a la création. Là, on dessine son propre mandala pour exprimer et pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Les 2 approches sont très puissantes et souvent, elles se complètent. Donc s'il y avait un point crucial à retenir, ce serait celui-ci. Le mandala, c'est bien plus qu'un simple passe-temps ou une activité de coloriage pour se relaxer. C'est un pont. C'est un véritable dialogue qui s'installe entre notre part consciente et notre part inconsciente. C'est un outil de connaissance de soi, un miroir qui reflète avec une honnêteté parfois désarmante notre paysage intérieur à un instant T. Finalement, chaque mandala est une invitation à un voyage vers le centre de soi-même. Si le mandala est un miroir de l'âme, la vraie question, ce n'est pas de savoir si l'on sait dessiner ou pas, c'est plutôt de se demander qu'est-ce que l'on est prêt à y découvrir.